Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les lumières sont restées allumées très tard au château de Windsor. La fête qui a suivi le couronnement de Charles III a joué les prolongations. Concert géant devant 20 000 spectateurs. Et Katy Perry et Lionel Richie en invité vedette. Un sacre montré du doigt pour son coût global, environ 115 millions d'euros. Mais les retombées financières pour l'État seraient bien plus importantes selon un institut britannique. Près d'1,5 milliard d'euros. Ce n'est qu'une estimation, mais le coup de fouet économique semble bien réel. Reportage Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. 62 millions de pintes de bière vendues durant ces 3 jours de festivités. C'est l'estimation que donne l'association qui représente ici au Royaume-Uni les brasseries et les pubs, un coup de booster d'un peu plus de 130 millions d'euros. Globalement, c'est le secteur touristique qui profite du couronnement. Hôtels, restaurants, grâce aux étrangers arrivés du monde entier pour vivre ce moment historique. Marc est arrivé de Limoges vendredi avec ses 2 filles. Les nuits d'hôtel, les restaurants, etc. Vers les 1 000 euros. Partez-vous avec la valise pleine d'objets souvenirs et commémoratifs du couronnement? Oui, tout à fait. Porte-clés, stylos, les mugs, les t-shirts, les crayons. À Soho, comme à Trafalgar Square ou sur Buckingham Road, les boutiques ne désemplissent pas. Emportés par la Royal Mania, les clients dépensent sans compter pour la plus grande joie de ce commerçant londonien. Le mug est la meilleure vente et les t-shirts et le nouveau drapeau du couronnement. De nombreuses personnes viennent dans la boutique et ne s'intéressent pas au prix, à combien ça coûte ou quoi que ce soit d'autre. Ils veulent juste des goodies avec Charles. Une manne qui est la bienvenue dans un pays littéralement assommé par l'inflation. Londres, Stéphane Place, Europe 1. Les 3 jours de célébration qui prennent fin ce soir. Ce lundi est d'ailleurs férié en Grande-Bretagne. Voilà, 8 mai férié pour cause de couronnement outre-Manche. Alors, chez nous en France, c'est parce que l'on s'apprête à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration sous haute surveillance. Les opposants à la réforme des retraites comptent bien se faire entendre. Dispositif et périmètre de sécurité élargi autour de l'Arc de Triomphe à Paris, où Emmanuel Macron est attendu ce matin à 11h. Rassemblements revendicatifs et manifestations seront interdits par arrêté préfectoral. Même chose à Lyon, où le chef de l'État a prévu de se rendre cet après-midi. La CGT annonce le dépôt d'un recours en annulation, décision du tribunal administratif attendue aujourd'hui. Et on reste à Lyon. Justement, Emmanuel Macron est attendu à la prison du Fort de Montluc pour un hommage à Jean Moulin, 80 ans après sa mort. Et c'est dans l'une de ces cellules que fut incarcérée cette figure de la résistance française, arrêtée et torturée par la Gestapo en juin 1943. Jean Moulin gardera le silence jusqu'au bout et mourra pendant son transfert vers l'Allemagne 1 mois plus tard. Pour l'historien Marc-André, le lieu symbolise toutes les violences du XXe siècle. Pour la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est une prison qui voit passer Jean Moulin, qui voit passer Marc Bloch, les enfants des yeux, de très nombreux résistants, de très nombreux juifs qui vont ensuite être déportés. Les conditions de détention en 43-44 sont effroyables. Il y a des véritables entassements dans les cellules. Ce sont des cellules, si vous rentrez aujourd'hui dedans, il y a déjà un sentiment de claustrophobie. Ce sont vraiment des toutes petites cellules. Et ils étaient 6, 7, 8 entassés à l'intérieur. Et Klaus Barbie aussi, quand il sera arrêté, ramené en France pour être jugé, Robert Badinter fera en sorte de le ramener quelques nuits à Montluc, dans le lieu où il avait sévi. C'est un lieu symbolique. Marc-André, historien spécialiste de l'histoire contemporaine, joué au téléphone par Romain Vito. Un 8 mai, synonyme de congé pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez ce matin. 2e jour férié après le 1er mai, sans compter le jeudi de l'Ascension qui approche. Le joli mois de mai permet à certains secteurs d'en profiter. Et si vous y ajoutez les RTT posés avant ou après chaque journée chômée, ce ne sont plus des ponts mais des viaducs. En 2014, dernier chiffre connu, le FCE chiffrait la perte à près de 4 milliards d'euros pour l'économie. Mais certaines entreprises et certains secteurs tirent quand même leur épingle du jeu, Margot Faudéré. Oui, surtout quand les jours fériés sont adossés à des week-ends et qu'ils créent des ponts. Les Français qui le peuvent partent alors en vacances, ce qui profite à certains secteurs, comme l'explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Tourisme, transport, carburant, péage, hébergement, restauration, culture. Moins de dépenses au supermarché ou chez le coiffeur, mais plus au restaurant ou à l'hôtel. Les jours fériés et les week-ends prolongés entraînent des pics d'activité dans certaines entreprises et dans certaines régions, car les centres-villes se vident au profit des destinations plus touristiques. Par exemple, les ménages vont aller à la montagne ou sur le littoral, donc ce sera plutôt les entreprises ou les restaurants, par exemple, sur les côtes ou dans les zones touristiques qui vont voir leur activité augmenter. Les Français dépensent de plus en plus pendant les ponts de mai, par exemple sur la plateforme Weekendesk, une agence de voyage spécialisée dans le court séjour local. Ils ont déboursé 355 € en moyenne pour leur week-end. C'est 41 € de plus que l'année dernière. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Europe 1 matin, il est 7h06. À l'étranger.
l'étranger maintenant. La Turquie va élire son président dimanche. Recep Tayyip Erdogan est candidat à sa succession, mais il aura face à lui un adversaire redoutable. Et le principal danger pour le président sortant s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu, candidat du Parti républicain du peuple. Il promet de rompre avec l'ère Erdogan, Caroline Baudry. Oui, il se pose en laïc face au président islamo-conservateur, promet la liberté d'expression après la dérive autocratique et l'instauration d'un système parlementaire à la place du régime présidentiel. Kemal Kılıçdaroğlu, silhouette menue et moustache blanche, est né dans une famille modeste. L'économiste est diplômé de l'équivalent turc de l'ENA. Il est longtemps jugé sans charisme, mais incarne aujourd'hui la force tranquille et a su imprimer son style. Monsieur tout le monde quand il publie des vidéos filmées dans sa cuisine, monsieur propre quand il dénonce la corruption. En 2017, il a marché 420 km pour soutenir un membre de son parti incarcéré. L'opposant tente aujourd'hui d'éviter deux écueils, l'hostilité des femmes conservatrices autorisées sous Erdogan à porter le foulard dans la fonction publique et son appartenance à l'alévisme, une branche minoritaire de l'islam, alors que la Turquie est principalement sunnite. Mais Kılıçdaroğlu a su séduire l'électorat jeune, lui qui signe chacun de ses meetings en adressant à la foule un cœur avec les doigts. Caroline Baudry. En Ukraine, la tension redescend d'un cran entre Wagner et Moscou. Le chef du groupe paramilitaire renonce à quitter Bakhmout contre la promesse de recevoir des munitions et des armes. Tenir coûte que coûte en attendant la contre-offensive ukrainienne. Kiev s'y prépare et reconstruit d'ailleurs sa force aérienne. Nicolas Tonev. L'installation est visible quelque part dans l'est de l'Ukraine, des parkings adaptés aux avions de combat avec des déflecteurs en béton pour le souffle des réacteurs, des buts de protection en construction le long de cette route à 4 voies sans séparateur central, à la surface refaite sur une ligne droite dégagée de plus de 2 km. Une base aérienne discrète de secours permettant d'utiliser les MiG-29 récemment livrés par les alliés de Kiev. Les appareils sont anciens, mais leur rusticité permet des atterrissages sur les surfaces sommaires, autorise une logistique minimale en dehors des ravitaillements en carburant et munitions. À cette distance des zones de combat, armés des missiles occidentaux et de bombes planantes pouvant voler plus de 50 km après largage, en décollant et frappant leurs objectifs en quelques minutes, les MiG peuvent surprendre les défenses russes et aider l'éventuelle grande offensive au sol. Cet appui aérien sera indispensable pour affaiblir la résistance russe. La problématique pour Kiev est de décider du taux de perte acceptable en pilote et appareil. Nicolas Tonev. Le football, le PSG se rapproche d'un 11e titre de champion de France après sa victoire 3-1 sur 3 en clôture de la 34e journée de Ligue 1 hier soir. Et s'il ne fallait en garder qu'un, le match de cette 34e journée, c'est ce scénario fou entre Lyon et Montpellier hier soir. Les Lyonnais menaient 4-1, l'emportent finalement 5-4. Un beau cadeau d'adieu adressé à leur président Jean-Michel Aulas. Selon le quotidien L'Équipe, le patron de l'OL devrait annoncer son départ dans les prochaines heures sur fond de désaccord avec l'actionnaire américain John Textor. Jean-Michel Aulas part sans réaliser son rêve, remporter une Coupe d'Europe. Il avait confié cette ambition sur Europe 1 au micro de Jacques Vendroux. C'était il y a un peu plus d'un an. J'ai pas l'impression d'être un vieux schnock du tout. La mécanique fonctionne, le dynamisme est toujours là. Le projet est d'aller vers les sommets, de continuer à être l'acteur le plus pertinent sur la durée. Et je l'ai dit, bon Jacques le sait très bien, je ne partirai pas sans avoir ramené à Lyon une Coupe d'Europe. Jean-Michel Aulas, invité d'Europe 1 Sport, c'était le 15 janvier 2022. Alors il part sans Coupe d'Europe, mais avec un nombre de titres de champion de France assez impressionnant. 7 titres de Coupe de France, enfin on en passe et des meilleurs. Ouais, le dernier c'était il y a 10 ans, un peu plus. C'était il y a 10 ans, mais il a quand même pris ce club dans une situation Et après un très bon match compliquée. hier, après un match incroyable. Bon voilà, on va vous inviter dans Europe 1 Sport ce soir. Évidemment, il en sera largement question ce soir à 20h de ce départ annoncé de Jean-Michel Aulas de l'OL après plus de 35 ans de bons et loyaux services. Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h30.